Je coupe 2 secondes, mais la curiosité de Benoît a été irrépressible et légitime. Paolo, tu vas nous enchanter avec ta verve habituelle. On va revenir à un terrain un peu plus proche du nôtre, qui est celui de l'hôpital, d'aujourd'hui à Milan, en Italie, dans la région Lombardie, mais surtout l'hôpital de demain. Paolo, merci de présenter ton groupe, tes actions. Qu'est-ce que les systèmes d'information t'appellent comme réflexion? Et puis, si tu as des idées nouvelles, eh ben, merci de nous les faire partager. À toi la parole. Donc, bonjour à tous et merci pour l'invitation. On va commencer par une brève présentation du groupe. Alors, bouton vert. Voilà. Mais avant ça, on va parler vite fait du système de santé en Italie. Alors, l'idée, c'est qu'en Italie, on a un système de santé de type beverage, c'est-à-dire que c'est une partie des impôts qui finance un fonds public. Et après, ce fonds public est divisé en 19 régions, et chaque région est libre en fait d'organiser son système de santé un peu comme elle le veut. Nous, on a la chance d'être en Lombardie, qui est un système qui assure l'égalité de traitement entre les opérateurs publics et les opérateurs privés au sein du système de santé publique. Ça veut dire quoi, l'égalité? Les mêmes règles pour pouvoir travailler au sein du système public. On a les mêmes règles, par exemple, en termes d'espace, en mètres carrés, de minutes d'assistance minimum, donc de personnel minimum. Et surtout, ce qui est très important, et qu'on nous jalouse beaucoup en France, on a la même tarification à l'activité. Voilà. De plus, au-delà des mêmes forfaits, on peut réaliser les mêmes activités. C'est-à-dire que, par exemple, nous, sur 18 hôpitaux, 15 dans les urgences. Au Saint-Raphaël, nous avons vu quelques photos avant, on réalise également des transplantations d'organes, reins et pancréas, je crois. Et puis, on a toute la haute spécialisation, cardio-chir, neurochir, mais ça, en France aussi, ça existe, pas de problème. Donc, et puis, ce qui est encore mieux, on a la possibilité de développer des activités didactiques universitaires, soit en faisant un accord avec l'université publique. Donc, on peut avoir des professeurs d'université publique qui viennent en fait donner des cours directement à des étudiants de leur université auprès de nos hôpitaux et qui peuvent travailler auprès de nos hôpitaux. Et on peut effectuer de la recherche scientifique. Vous allez voir les résultats après. Alors, donc le groupe maintenant, c'est quoi? C'est le premier groupe hospitalier italien. On a 18 hôpitaux, 17 en Lombardie, 1 en Emilia-Romagna, et 3 de ces 18 hôpitaux sont de véritables CHU privés. On va voir pourquoi. Donc, ce qui est bien en Lombardie, c'est là, vous voyez la Lombardie, donc, et où on est. On couvre bien le territoire. C'est-à-dire que ce qui est bien avec notre groupe, par rapport aux problématiques actuelles de la chronicité, c'est qu'on est une plateforme qui couvre bien un territoire étendu. En Lombardie, il y a 10 millions d'habitants. Et nous, et 2 tiers de ces 10 millions d'habitants ont facilement accès à un de nos centres de soins. Donc le groupe, en fait, c'est une histoire de famille. Donc nous, on n'est pas, disons, on ne travaille pas encore, on ne travaillera pas, je pense, avec les fonds de pension, les fonds d'investissement. En fait, c'est mon grand-père qui était chirurgien général qui a fondé le premier hôpital à Pavie, puis le deuxième à San Donato. Puis mon père, qui était lui avocat et pas du tout médecin, est passé de 2 en fait à 18 hôpitaux. Notamment, on a eu 2 grands moments de croissance. L'un avec l'achat du groupe Ligresti en 2000, c'était un scandale. Et le deuxième, c'était un autre scandale, celui de l'achat du Saint-Raphaël. Voilà. Et enfin, je m'occupe du groupe depuis 2013 et je suis le président depuis 2015. Donc ça, c'est l'évolution de nos chiffres d'affaires depuis les années 90 à aujourd'hui. En 2015, on était à 1,5 milliard, maintenant on est à peu près à 1,7 milliard. En Europe, en 2015, on était 6e. Bon, maintenant, Elsa nous a dépassé, donc on est 7e. Mais Fresenius et Asclepios, non, pardon, Fresenius et Quirónsalud ont fusionné, donc on reste à notre place. Et Quirónsalud. Par contre, en Italie, on est absolument de loin les premiers, donc ça va. Donc, on a 4,3 millions de patients par an, 5 000 lits, 15 000 employés, à peu près 5 200 médecins, qui sont à 90% des professions libérales. Notre activité, en gros, c'est 3,5 millions, 3,7 millions si on prend les urgences de patients qui viennent en ambulatoire et 200 000 hospitalisations par an. On a à peu près toute la technologie médicale. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est la recherche scientifique. Donc, comme je disais, notre groupe, grâce aux 3 CHU, produit 1600 publications scientifiques par an et 8000 points d'impact factor. En Italie, chaque CHU, hôpital de recherche, est obligé d'être spécialisé en fait.
Donc, le San Donato, par exemple, est spécialisé dans la recherche cardiovasculaire. Galeazzi dans tout ce qui est orthopédie et San Raphaël dans celle moléculaire. Je vais vous expliquer vite fait ce que ça veut dire. Bon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que San Donato et Galeazzi, c'est des petits CHU. Celui qui vraiment produit énormément de recherche, c'est le San Raphaël. Vous voyez qu'à partir du moment où on a acheté San Raphaël, l'impact factor a explosé. Parce qu'en fait, ce qui est très original, et maintenant on va parler de choses intéressantes, c'est que ce système qui permet l'égalité entre public et privé, et qui permet aux privés agréés de faire de la recherche scientifique et de travailler avec l'université, a permis de créer le San Raphaël. Le San Raphaël, c'est quoi? C'est un hôpital de 1500 lits, qui est le premier centre de recherche du pays en Italie. Donc le premier centre de recherche n'est pas un hôpital public, c'est, pour le médical, le San Raphaël. Ça se traduit en quoi ces chiffres, ces paroles, concrètement? Concrètement, tout le monde parle de thérapie génique dans le monde. Sachez que la seule thérapie génique qui a été homologuée sur le marché européen, c'est le Strimvelis, produit par GSK, qui a un brevet du San Raphaël. En fait, c'est le virus du sida qui est remodifié en fait, pour aller ajouter un gène à l'ADN du patient. En fait. Patients qui en fait, naissent sans défense immunitaire et du coup, en fait, on leur met ce virus, il se multiplie, il modifie l'ADN et la personne a des défenses immunitaires. Donc ça, c'est homologué, c'est achetable. Le seul problème maintenant, c'est le débat public qui va payer. Parce qu'en fait, le problème, c'est que chaque dose vaut 500 000 €. Bah, c'est pas nous qui faisons le prix, par contre. Ça, c'est GSK. Mais en même temps, GSK nous ont donné 50 millions d'euros pour pouvoir développer ceci. Donc, il faut bien qu'ils rentrent dans leurs frais. Ceci dit, il y a 18 millions de... Non, bon, après, c'est une pathologie de niche. C'est-à-dire qu'il n'y a que 18 personnes qui naissent par an avec cette pathologie. Ceci dit, en Europe, on veut quand même savoir, ces 18 personnes, maintenant qu'il y a un soin, il faudrait quand même qu'ils puissent se soigner, non? Voilà. Autre exemple, en juin, ou en juillet, j'oublie, en tout cas, juste avant les vacances, on a, au sein du San Raphaël, il y a eu une première mondiale. C'est-à-dire que pour la première fois, on a implanté des cellules souches cérébrales. Alors, je ne sais pas si c'est la bonne traduction, parce qu'en italien, c'est cellule staminali neuro, donc pensez ça, cellules souches cérébrales, dans le traitement en fait, de la sclérose en plaques. Donc, première mondiale, et c'est fait au San Raphaël, ce n'est pas fait à Harvard, ce n'est pas fait je ne sais où. Enfin, on a également, ça c'est depuis 1976 qu'on développe une thérapie expérimentale pour le diabète en fait. En gros, qui est basée sur le fait de faire croître in vitro des cellules du pancréas et les greffer dans le foie. Et on a de bons résultats. Des patients sélectionnés, là vous êtes des médecins, vous savez qu'en fait quand on dit patients sélectionnés, c'est-à-dire qu'il y a une liste de conditions à remplir pour pouvoir participer à cette thérapie expérimentale. Donc les patients qui remplissent tous les critères, il y en a beaucoup, un patient sur deux aujourd'hui est guéri. Bon, l'objectif c'est d'arriver à 90% et après qu'il n'y ait pas tous ces critères. D'un point de vue universitaire, on a à la fois notre propre université privée qui forme 150 étudiants par an et on a également une convention avec l'université publique de Milan, ce qui nous permet d'avoir à peu près 3000 étudiants au sein de nos hôpitaux, 308 professeurs universitaires et 539 internes. C'est ça. OK. Donc, notre modèle maintenant. Alors, l'avantage de notre modèle, c'est qu'il est vraiment basé, et en ce moment il est sous attaque, donc j'y tiens beaucoup, sur les médecins de médecine libérale. Plus de 90% de nos médecins sont des professions libérales. Et ça, c'est essentiel. Parce que, pour nous, le chef de service, en fait, comme disait avant Elsan, est le chef d'entreprise de son service. Ça veut dire que nous, l'administration, le DG, il va parler directement avec le chef de service. Il va lui donner les objectifs quantitatifs, qualitatifs, et puis le médecin va être libre de composer son équipe de médecins libéraux et libre de déterminer leur rémunération et libre de déterminer leurs objectifs. C'est-à-dire que nous, on négocie les objectifs initiaux et ensuite c'est au médecin de gérer son activité en pleine liberté. C'est nous, on pose un cadre, mais dans le cadre, on ne va pas embêter le médecin en disant tu dois faire plus ci, plus ça, plus complexe, moins complexe. C'est à lui de voir en toute liberté. C'est ce que je disais. Et
comment est-ce qu'on s'assure que ce qu'on dit est respecté? En fait, tout simplement, la rémunération de l'équipe est fonction en fait des résultats. Si les résultats sont atteints, en fait, l'équipe a une rémunération de base. Alors, on n'a pas le droit en Italie de rémunérer en fonction de l'activité. Alors la parade est très simple. On ne dit pas vous avez 30% de l'activité, on donne un fixe. Et puis on dit si vous atteignez les objectifs, vous obtenez le bonus, donc le variable. Et ça marche plutôt bien. Ce qui est vraiment... Alors, ce modèle est essentiel parce qu'en fait, il permet de répondre de façon originale aux requêtes de la population, de façon rapide. Par exemple, alors nous, on a un gros problème en Italie en ce moment, quand on travaille pour le public. C'est que jusqu'en 2011, c'était une activité assez facile. C'est-à-dire qu'on avait, nous on est payé, c'est comme en France, tarification à l'activité en fait, mais on a un cap. Jusqu'en 2011, ce cap d'activité était, disons, pas fixe, pas stable. C'est-à-dire que chaque année, on réalisait notre activité, on dépassait de 2-3% de ce qu'on pouvait faire au maximum. On n'était pas payé cette année-là, mais l'année d'après, notre cap augmentait. Bon, Monti est arrivé en 2011, il a dit le cap est figé, et en plus, il a baissé le financement du système de 1% par an. On se retrouve donc en 2017 avec un budget pour s'occuper des patients sur fonds publics, pour la tarification à l'activité, qui est le budget en gros de 2011, moins 4%, alors que la requête de population augmente de à peu près 2% par an. Les listes d'attente ont explosé. Voilà. Ce qui nous a permis à nous de croître d'année en année, c'est qu'il y a deux possibilités. L'escamotage, c'est qu'il n'y a pas de limite pour les patients en Lombardie qui viennent d'autres régions, parce que chaque région, comme je disais, est séparée. Donc nous, on est devenus les champions du monde pour croître dans ce secteur-là. Et pour les 2-3 premières années. Maintenant, par contre, ce qui s'est passé, c'est que les listes d'attente sont telles en Lombardie qu'un marché privé-privé vient d'apparaître. C'est quoi un marché privé-privé? C'est dans les hôpitaux privés, les médecins de profession libérale vont effectuer des soins soit payés out of pocket directement, soit payés par les assurances. Or, il faut savoir que c'est très très différent par rapport à la France, parce que l'Italien n'est pas habitué à avoir une assurance. Il ne sait pas ce que c'est une complémentaire. Il ne sait pas ce que... En France, c'est facile de... Moins l'État rembourse, plus la complémentaire augmente. Mais le Français est déjà habitué à avoir une complémentaire. Pas tous les Français. Il y a un peu plus de 3-6 millions de Français qui n'ont pas de complémentaire, mais les autres 54 millions en ont. Donc, s'ils se rendent compte qu'ils dépensent trop, ils vont essayer d'être mieux couverts. En Italie, il n'y avait pas de couverture du tout. Il n'y avait que les managers qui avaient une assurance privée. Et ce qui s'est passé, c'est que dernièrement, l'assurance privée ont explosé, ont vraiment augmenté. Et de plus, les gens sont habitués à payer les soins en ambulatoire directement. Du coup, qu'est-ce qui change dans un système comme ça? C'est qu'on passe, et là, la question où va la santé italienne, on passe d'un système où le citoyen, il était habitué à aller à l'hôpital le plus proche ou de confiance payé par l'État, à un moment où le citoyen consomme de la santé comme il consomme un autre produit. Quand on dit ça, à chaque fois, c'est non, c'est pas possible. Je vous assure que les personnes se comportent, du moment qu'elles doivent payer, se comportent comme si c'était un produit comme un autre. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait? Mon idée, ça a été, on va ouvrir des smart clinics. C'est quoi, smart clinics? C'est des morceaux d'hôpitaux disloqués dans les centres commerciaux. Alors, vous avez... Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Donc, il y a des médecins de médecine générale, il y a toute la radio, IRM, scanner et radiologie de base. Il y a, on teste maintenant, on vient d'en ouvrir un avec des salles opératoires pour du day hospital. Et le concept, c'était aussi, bon, on ne va pas se limiter juste aux vrais soins, donc, comme je disais, on va aussi faire bien-être, prévention, beauté, esthétique. Parce qu'il ne faut pas faire peur. Alors, par contre, l'idée, c'est que c'est des médecins qui vont faire ça. Alors, le problème, c'est que toutes ces choses-là sont très à la mode. Mais c'est fait par des gens qui n'ont pas les compétences.
souvent, les personnes vont aller voir L'exemple concret, c'est quelqu'un qui a mal à l'épaule et qui va demander au coach à la salle « Qu'est-ce que je fais ?» Mais le coach, il n'a pas fait 10 ans d'études. Le coach, il n'a pas vu 2000 patients. Il ne peut pas donner la bonne réponse. Donc l'idée, c'est les Italiens, les gens, vont voir des personnes non qualifiées pour les choses sérieuses et les bobos. Mais pourquoi est-ce qu'on ne met pas, nous, des personnes qualifiées à leur disposition? D'où on crée ça avec ce mix bien-être et soins sérieux. Et ceci est possible et réalisable parce qu'on a des médecins de médecine libérale dans nos hôpitaux et que derrière ces smart cliniques, il y a nos hôpitaux. Comment ça marche? Pourquoi ça marche? Parce que le chef de service, c'est le roi de son service, c'est le chef d'entreprise de son service. Comme je vous disais, il choisit la rémunération de ses aides, mais les aides, il y a quand même une belle différence de rémunération entre le chef de service et les assistants. Donc le chef de service va avoir un peu du mal à aller dans une smart clinique. Même, il les critique beaucoup. Mais l'assistant qui travaille dans l'hôpital, qui n'est pas connu, qui n'a pas un nom, qui ne veut pas se payer un cabinet au centre-ville pour faire sa profession libérale, mais nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire « Écoute, si tu veux, nous, à 10 km de rayon ou 20 km de rayon de l'hôpital, on a ces ambulatoires-là dans ce centre commerciaux. Tu peux tout à fait aller réaliser ta libre profession ou ton activité là. Et tu n'as pas à te soucier de ton attrait personnel, parce que c'est le lieu, c'est la smart clinic qui va attirer les patients. » Et le pari était risqué, mais il a marché. C'est-à-dire que la première smart clinic, on l'avait ouverte dans un centre commercial qui n'était même pas de très haut profil. Et en 600 mètres carrés, ça réalise en ce moment 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Donc ça tourne extrêmement bien. Et je ne vous dis pas les autres smart clinics. Ce qui est intéressant, c'est que d'un point de vue du chiffre, on fait 50-50 avec le médecin. Et dans les smart clinics, oui. Le patient consomme un produit comme les autres, c'est-à-dire qu'il paye directement ou c'est un système d'assurance? Alors, il paye directement. Alors, il peut se présenter sans avoir réservé et il paye directement à l'accueil et puis il se présente devant le médecin. Et maintenant, on arrive... Du coup, j'ai pris l'exemple des smart clinics pour finir en 3 minutes et aller au plus large. Alors, les smart clinics ont vraiment de l'intérêt que si, dès lors qu'il y a un véritable problème, le soin à l'hôpital est facile en fait. C'est-à-dire que si je fais une visite en cardio et qu'il y a un problème, j'ai des concurrents qui ont ouvert des ambulatoires comme ça, mais ça ne marche pas parce que les gens se disent « mais si j'ai vraiment un problème, ça arrive », après ils sont lâchés dans la nature. C'est « ok, vous avez l'hôpital public, prenez rendez-vous ». Alors nous, l'intérêt, c'est de dire « s'il y a un problème, s'il faut réaliser une opération ou un soin qui coûte, là, on passe système de santé publique. On va directement réserver en agenda, nous, si le patient veut, dans un de nos hôpitaux. » Du coup, en fait, on crée un système facile qui va drainer des patients là où les patients sont et les attirer vers nos hôpitaux. Parce que les hôpitaux sont souvent en périphérie des villes, pas en centre-ville. Or, manager ce flux de patients, à l'heure actuelle, est extrêmement compliqué. Parce que tout est papier. Ou semi-papier. Il y a des parties qui sont informatisées et d'autres non. Donc, en ce moment, si un patient doit aller d'une smart clinic ou d'un hôpital vers un autre hôpital, il devrait amener tout son dossier clinique, donc une valise entière de papier. Et surtout, il y a un autre problème. Si le médecin qui le voit à l'hôpital n'est pas le même que celui de la smart clinic, et que le nouveau médecin a des questions à poser au premier médecin, il fait comment? 40 coups de téléphone, c'est très compliqué. Donc notre idée, c'est on va créer un dossier médical de groupe unique. Tous les patients qui viennent dans une de nos smart clinics ou dans un de nos hôpitaux, en fait, vont rentrer vont voir ce dossier médical GSD. Et ce dossier médical GSD, on va également créer une digital workplace. On va créer pour tous nos médecins également un profil de groupe et un espace de travail digital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque patient aura sa fiche avec son dossier médical et toutes les conversations que le médecin, toutes les informations que les médecins veulent laisser l'un à l'autre. Et il y a un système de chat direct qui permettra en fait aux médecins facilement en fait de dialoguer les uns avec les autres. C'est-à-dire que ce qui va se passer, c'est que quand le premier médecin veut envoyer au deuxième médecin à l'hôpital son patient, s'il veut laisser des notes visibles au nouveau médecin, il va les laisser sur l'espace digital lié au patient. Et quand le médecin va faire son login le matin sur l'ordinateur, il a des alertes qui lui diront
qui a des notes sur un dossier. Donc, quand il va ouvrir le dossier, il va voir les notes. Il va pouvoir poser des questions et en direct, il va avoir des réponses en direct. Donc, l'idée, c'est d'utiliser le digital pour permettre un meilleur dialogue. Parce que les coups de téléphone, ça ne marche pas. Et puis, ce n'est pas efficient. Au sens où on ne va pas arrêter l'activité pour parler au téléphone. De même, on a créé une application GSD Fast Care qui va être lancée en septembre, qui va permettre aux patients de directement réserver leur visite, soit dans les hôpitaux, soit dans les smart clinics, directement en agenda, sans passer une demi-heure au téléphone. Par contre, le problème, comme on disait avant, dès lors que l'on a toutes ces données qui sont informatisées, il faut les protéger. Du coup, en fait, toute cette informatisation va nous coûter à peu près, en 3 ans, 22 millions d'euros, dont 9 millions d'euros ne servent que pour la protection des données, en fait, et le système de Disaster Recovery. Disaster Recovery, c'est quoi Disaster Recovery et Business Continuity? Au-delà des attaques pirates, il ne peut pas y avoir de problème. Si mon serveur se brûle ou a un problème, je ne peux pas perdre les données de tous les patients. Donc il faut que ces données soient répliquées dans plusieurs endroits. Et il faut que s'il y a un problème dans un hôpital, les données soient récupérables immédiatement, en continuité directe. Donc voilà, ça c'est un peu les défis du futur. Et enfin, dernière chose, au-delà des smart clinics, il est essentiel de digitaliser en ce sens le parcours du patient et de permettre un dialogue entre différents praticiens. Parce que dans notre groupe même, on a des hôpitaux qui font 1500 lits, d'autres qui font 500 lits et d'autres qui font 150 lits. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la haute spécialisation n'est que dans certains pôles. Et là encore, on est en train de s'organiser enfin en tant que groupe pour avoir des patients qui font les soins de base en province et qui viennent à Milan pour l'acte chirurgical hautement spécialisé et puis retournent en Provence. Et il faut que ce parcours soit facile, organisé. Et pour ça, il faut absolument tout informatiser en ce sens. Voilà. Ça, c'est un peu où on va en ce moment. Merci. Merci beaucoup.